À 7h01 du matin, heure locale, un opérateur de mission, installé dans un bunker aux abords de Poltava, regarde 18 points verts franchir une ligne frontière sur son écran. Cap fixe, vitesse constante. Entre ces points et Tcherepovets, l'un des plus grands fournisseurs russes de munitions d'artillerie, s'étendent 800 km de territoire russe, à peu près la distance entre Paris et Barcelone. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à 30 km de là, une batterie Tor M2 a interrompu son balayage, verrouillé ses cibles et ouvert le feu. Les intercepteurs sont à 35 secondes. Les missiles quittent leur rail à 3 fois la vitesse du son. 2 points verts s'éteignent. Des confettis de fibres de verre s'éparpillent sur une forêt aux abords de Joukovka. 16 drones continuent leur route vers le nord-est. Les missiles 9M38 sont les gardiens de but de la défense aérienne russe. Ils sortent du tube à vitesse 3, porté 15 km, conçu pour détruire des missiles de croisière dans les 30 dernières secondes de leur vol. Chacun coûte le prix d'un SUV de luxe neuf. Le Tor vient d'en dépenser 2 contre des engins qui valent 55 000 $ pièce. Des fuselages d'attaque en contreplaqué et composite fabriqués par FireP. Un seul moteur électrique, GPS, navigation inertielle, une ogive dans le nez. Un avion en papier avec un itinéraire conçu pour se perdre. Les équipages russes savent que cet échange est défavorable. Ils savent aussi que la prochaine batterie en ligne n'aura peut-être pas le temps de tirer. L'opérateur à Poltava regarde s'éteindre 2 points. Lors du briefing, on lui avait dit d'anticiper la perte de 4 appareils dans la première heure. Que 2 tombent dès la première minute, c'est plus tôt que prévu. Les 2 qui viennent de disparaître portaient les indicatifs 04 et 09. Des 18 fuselages qui ont franchi la frontière, 12 volaient sous l'indicatif IL, des drones FIREP sur lesquels le Tor venait de tirer. Les 6 autres portaient l'indicatif Hammer, des drones d'attaque longue portée de type Luti, 75 kg d'explosifs puissants dans le nez, 200 000 $ l'unité. L'opérateur dispose encore de 16 appareils et de 6 Hammers. L'officier de permanence au commandement du secteur Vérante décroche son téléphone. Il connaît déjà le schéma. Essaim à basse altitude, pénétrant plus profondément que ce que ces batteries peuvent atteindre. Le système de guidage embarqué de chaque drone ne connaît que le prochain point de route, jamais celui d'après. Rien de ce qu'on peut extraire d'un fuselage abattu ne révèle la destination finale. Il prend un autre combiné et compose le numéro de la base aérienne de Kotlas, 500 km au nord. Le régiment en alerte 5 vols sur MiG-31 bis. Faire décoller un MiG-31 pour chasser un drone en contreplaqué, c'est exactement le genre de calcul qui empêche les officiers logisticiens russes de dormir. L'appareil brûle des milliers de dollars de carburant par heure pour rattraper quelque chose qui coûte moins qu'une berline de milieu de gamme. Pourtant, il décolle, parce que si l'essaim atteint son objectif et que personne n'a décollé, l'officier qui aura refusé l'ordre sera la semaine suivante de l'autre côté d'une table à Moscou. L'appareil portant l'indicatif Korsun 7-1 décolle en moins de 4 minutes. La machine de 46 tonnes monte à 7500 mètres et atteint Mach 1,4 en 2 minutes, soit à peu près le temps de relier Paris à Orléans à cette vitesse, et pointe son nez vers 16 drones dont la vitesse maximale est inférieure à celle d'une voiture sur autoroute. Le radar Zaslon AM balaie le secteur à pleine puissance. Aucun autre radar embarqué sur un avion de combat ne génère une telle densité de watts bruts. À 50 km devant le MiG, les 16 appareils se trouvent dans le faisceau le plus puissant de l'aviation russe. Pas de contre-mesure, pas de capacité de manœuvre, aucune chance d'esquiver quoi que ce soit. Ils volent en ligne droite et à plat, à 170 km/h, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Si le R-77 russe fonctionne, la formation sera détruite dans les 90 secondes à venir. Le pilote a pratiqué cette interception en simulateur 100 fois contre des Tomahawk, des JSM et des cibles à Mach 0,9, jamais contre quelque chose d'aussi lent. Il réduit les gaz. Premier geste contre-intuitif de sa carrière.
Il descend à 3000 mètres pour aplatir l'angle de visée vers le bas, s'aligne face à la formation, verrouille le drone de tête et tire. À la première seconde de vol, le radar intégré du R-77 examine sa cible et la rejette. Le filtre Doppler efface le drone du bruit de fond terrestre. Le missile s'enterre dans une forêt aux abords de Tver. Un missile russe à $500,000 vient de devenir du bois mort. Le R-77M, désignation OTAN AA-12 Ader, le principal missile RR au-delà de la portée visuelle de la Russie, 90 kg, une tête chercheuse radar active qui traque sa cible en émettant un signal et en écoutant son écho, comme crier dans une pièce obscure en attendant une résonance. Portée effective, 110 km, conçu pour détruire des F-16 et des B-52 depuis l'autre côté de l'horizon. L'arme techniquement la plus capable de la soute du Korsun 7-1. Il n'existait qu'une seule façon qu'elle échoue. Elle l'a trouvée. Envoyer un intercepteur à Mach 3 après un drone en contreplaqué, c'est comme demander à un pilote de Formule 1 de rattraper un enfant sur un tricycle, et perdre quand même. La raison tient en un mot, Doppler. Tout missile guidé par radar utilise une tête chercheuse à impulsion Doppler qui mesure comment l'écho-radar varie lorsque la cible se déplace. Un avion de combat à Mach 1 génère un retour Doppler massif. Un drone volant à 170 km/h n'en génère presque aucun. Le filtre rejette délibérément tout ce qui se déplace en dessous d'environ 100 nœuds, parce qu'à ces vitesses, tout ressemble à du bruit de sol. C'est la différence entre observer une voiture de course sur une autoroute et observer un vélo sur cette même autoroute. Le vélo se fond dans le décor et le missile le filtre, exactement comme le fait le cerveau humain. Le pilote fait ses calculs. Il lui reste 4 missiles et 16 cibles. Même si le prochain R-77 fonctionnait, ce pourquoi il n'a plus aucune raison de croire, il n'en a pas assez pour l'essaim entier. Il tire une deuxième fois depuis l'arrière. Même rejet à mi-vol. Il appelle le commandement du secteur par radio. Missiles épuisés sans effet. Demande ravitaillement en vol. 16 drones sont passés à travers l'enveloppe d'interception du meilleur chasseur de Russie et en sont ressortis de l'autre côté, parce qu'ils étaient trop lents pour être vus. À Poltava, l'opérateur expire pour la première fois depuis 9 minutes. La trace du MiG s'éloigne vers l'ouest sur son écran. C'était l'intercepteur qui aurait pu les arrêter. Le chasseur de première ligne de la Russie vient de dépenser $1 million en missiles sans en toucher un seul. L'obstacle suivant sur la route de l'essaim est la couche de défense qui a coûté à la Russie plusieurs milliards de dollars. Et l'homme dans la remorque a une décision à prendre. 3 heures plus tard, une batterie S-400 Triumph sur l'anneau extérieur de Moscou détecte les 16 drones restants sur son radar. 91 N6E, surnommé Big Bird, à 152 km de distance. Le commandant de batterie regarde les contacts traverser son écran. Tous les protocoles dans lesquels il a été entraîné lui ordonnent d'intervenir contre une formation ennemie dans un rayon de 400 km. Mais il ne décroche pas le téléphone. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en refusant de tirer, il vient d'offrir à l'Ukraine un cadeau que le reste de l'anneau de défense ne pouvait pas lui donner. Un corridor de 300 km vers le cœur de la Russie européenne. Le S-400 est la pièce la plus précieuse de l'inventaire de défense aérienne russe. Porté 400 km, intercepteur à Mach 14, conçu pour abattre des F-35 et des ogives balistiques à la lisière de l'espace. Chaque missile 40-6 coûte environ 4 millions de dollars. Une maison à Paris avec une voiture de luxe dans l'allée. Mais le vrai problème du commandant n'est pas le coût, c'est son arsenal. Chaque véhicule de lancement transporte 4 missiles. S'il les dépense sur l'essaim et qu'un Storm Shadow arrive ensuite, celui qui nécessite vraiment un intercepteur à 4 millions de dollars, il n'aura plus rien à tirer. Il regarde l'écran pendant 6 minutes. Les contacts disparaissent par le côté est. Il inscrit l'heure dans le registre et espère qu'une autre batterie possède encore des munitions pour ce qui vient. L'opérateur à Poltava
regarde les 16 points traverser l'anneau de menace intérieure sans dommage. Sur le papier, c'est un miracle. Dans la pratique, c'est un piège. Tous les récepteurs GPS de la formation s'obscurcissent simultanément. Pas un seul drone, les 16 d'un coup. Le réseau Pôle 21 vient de saturer toutes les fréquences qu'utilisaient les satellites pour communiquer avec la Terre. Montés sur des tours de téléphonie cellulaire interconnectées, des centaines d'unités se coordonnent au même instant. Un seul pôle couvre une zone de la taille d'une ville moyenne. Des dizaines se superposent pour couvrir tout l'espace aérien entre la frontière et Moscou. Les satellites sont toujours là, toujours en émission, mais les interférences au sol sont si puissantes que les récepteurs ne peuvent plus les entendre. C'est comme bloquer un appel téléphonique en collant un poste à souder contre le microphone. Et comme toutes les bandes sont saturées simultanément, le saut de fréquence ne sauvera personne. C'est la couche que la Russie a construite après 18 mois à observer les drones ukrainiens voler avec correction GPS. Elle était censée être le mur qui arrêterait tout. À Poltava, l'opérateur regarde toute sa formation devenir aveugle en temps réel. Les indicateurs de cap de 10 drones commencent à osciller. Leurs compas inertiels naviguent désormais à l'estime, calculant leur position à partir du dernier cap connu, comme essayer de rejoindre une ville qu'on n'a jamais vue avec seulement une boussole et la dernière direction qu'on avait avant que le signal coupe. 2 des 10 commencent à dériver. L'un s'incurve lentement vers une forêt hors de la zone protégée et percute un pin en explosant. Un drone à $55 000 tué par un arbre qui ne faisait que son travail. Le second dévie vers un champ et se tait. L'opérateur se préparait à ce moment depuis 2 ans. Il doit quand même se rappeler de respirer. Il cherche 6 points spécifiques dans la formation. Ces 6 points qui ne devraient pas osciller, les 6 sur lesquels toute la mission a été construite. S'ils oscillent, l'attaque s'arrête. S'ils tiennent leur cap, l'attaque continue. Les 6 points tiennent leur cap. Les 8 autres drones aveugles naviguent à l'estime dans le vide, se maintenant à 1 ou 2 km de leur route prévue, portés par l'inertie et le dernier cap connu. Ils iront probablement encore plus loin. Personne à Poltava ne peut garantir combien de temps cela durera. Mais les 6 qui comptent ne devinent pas. Ils lisent le terrain. Ces 6 points ne présentent pas de caméra visible dans le nez. L'objectif est encastré derrière un petit panneau sombre. C'est le Skynode SS, développé par Auterion, une société suisse-américaine spécialisée en autonomie dont le cerveau de navigation par caméra s'est posé discrètement sur l'infrastructure russe depuis 2 ans. Les 6 drones qui le transportent sont des Luti de fabrication ukrainienne. Une seule hélice propulsive, ogive de 75 kg, portée pouvant atteindre 1000 km, $200 000 l'unité. Avant le décollage, des ingénieurs ukrainiens ont chargé dans chaque Skynode une carte visuelle de toute la route. Pas une trace GPS, des images. La courbe de la Volga aux abords de Tver, le croisement ferroviaire de Bologoï, les lisières de forêt au nord de Vikny-Volotchek. Toutes les 20 secondes, la caméra du nez compare le paysage qu'elle voit avec celui qu'elle devrait voir sur la carte et effectue des corrections. C'est la différence entre demander son chemin à quelqu'un et lire soi-même les panneaux de signalisation. Si quelqu'un brouille le signal de votre téléphone, vous vous perdez. Si vous pouvez lire les panneaux, vous n'avez que faire que le téléphone fonctionne ou non. Le réseau Pôle 21, qui sature actuellement le ciel, est l'équivalent électronique de couper la ligne téléphonique dans une ville où chaque Luti a déjà une carte papier dans la boîte à gants. Un composant matériel tenant dans une boîte à chaussures a rendu complètement inutile, sur les 600 derniers kilomètres du vol, un réseau de brouillage dont l'opération a coûté à la Russie des centaines de millions de dollars. À Poltava, 14 points maintiennent leur route. 8 sont aveugles et avancent par chance. Les 6 Hammers, eux, voient tout. 2 types de drones, un même objectif, 15 km restants. Une batterie Pantsir SM, sur une tour du corridor de Gapino, détecte la formation sur son radar et s'arme à 23 ou 24 km. Le commandant de batterie surveille ce secteur depuis 1 heure.
Il a lu le rapport de Bouriansk, il a vu les 16 contacts ne disparaître de l'écran de personne d'autre, et il sait exactement ce que ça signifie. L'essaim possède un système de navigation par vision que les brouilleurs ne peuvent pas atteindre. Il lui appartient maintenant. Son arsenal est plein. 16 contacts sur l'écran. En théorie, de quoi tirer 3 fois par drone avec des réserves. En pratique, ces mini-missiles ont une enveloppe effective de 7 km et les cibles avançant à 170 km/h traversent la fenêtre d'attaque en moins de 3 minutes. Il peut effectuer une bonne rafale et un tir de suivi approximatif. S'il rate le premier tir, le drone sortira de son enveloppe avant qu'il puisse recharger. Il tire à 18 km. Un missile jaillit du rail gauche, plus petit que ceux que le Pantsir tirait autrefois. Moitié moins long, un quart de son poids. Le temps de vol jusqu'au drone de tête est inférieur à 9 secondes. Impact direct. L'appareil se désintègre dans les airs. Contreplaqué et composite pleuvent sur un champ de blé. Jusqu'à il y a un an, chaque batterie Pantsir contenait 12 missiles intercepteurs 57 E6 de taille normale. La Russie a observé pendant 18 mois comment les attaques de drones ukrainiens épuisaient ces missiles un par un contre des engins à 55 000 $ et a décidé qu'elle avait besoin d'un missile moins coûteux. La réponse fut le mini-missile. Pour chaque ancien missile, 4 tubes dans l'emplacement. Un Pantsir SM transporte désormais jusqu'à 48 mini-missiles au lieu de 12 missiles de taille normale. Portée réduite. 7 km contre environ 20, moins de puissance de pénétration, mais 4 fois plus de profondeur de chargeur. Pensez à passer d'un fusil de chasse calibre 12 à une carabine à air comprimé. Beaucoup moins de puissance par tir, mais la possibilité de tirer 4 fois plus avant de recharger. Ce qui compte quand ce que vous visez arrive en essaim de 18. Le coût de chaque mini-missile varie entre 30 000 et 50 000 $, contre un drone leurre à 55 000. C'est enfin un échange que la Russie peut se permettre. On peut se demander, en regardant tout ça, ce qui est le plus troublant. Le fait qu'une boîte à chaussures contenant un logiciel de vision ait rendu obsolète des milliards de dollars d'infrastructures de brouillage, ou le fait que les deux camps continuent d'affiner leurs calculs, chaque défaillance corrigée, chaque solution contournée, dans un cycle où la technologie avance plus vite que les hommes qui décident de l'utiliser.